Donc, comme vous avez pu lire dans les invitations, nous sommes réunis dans ce temple qui est aujourd'hui un auditoire des conférences pour que nous puissions suivre une conférence dont le thème s'intitule « L'aspect spirituel de la fécondité et la problématique des fibromes ». Vous vous étonnez peut-être que ça se passe dans... C'est l'Église qui organise, mais je pense que c'est le devoir de l'Église. Amen. Amen. Avant que nous puissions vous présenter l'orateur de cet après-midi, nous aimerions un peu contextualiser la chose sur le plan biblique. Parce qu'après, on vous posera des questions. À l'église, on va prier. À l'église, on va voir des miracles. Mais pourquoi donc vous commencez à parler des choses scientifiques? Amen. Amen. Alors, j'aimerais lire avec vous quelques textes bibliques. D'abord dans Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, verset 22 au verset 26. Je lis au nom de Jésus. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. On les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demandait s'il voyait quelque chose. Il le regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Amen. J'aimerais qu'on lise un autre texte dans Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9. À partir du verset 6, la Bible dit, « Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. » Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous avons fait la première lecture dans Marc, où il s'agit bien sûr d'un aveugle qui fut guéri par le Seigneur Jésus parce qu'il était à la recherche de la guérison. Et ce qui est étonnant, contrairement à beaucoup d'autres choses ou d'autres miracles que le Seigneur a fait, Jésus disait juste un mot, ta foi t'a guéri et la personne était guérie. Mais ici, Jésus prend de la salive pour cracher. Dans le texte grec, c'est écrit, quand on traduit les grecs en français, on a craché. Donc Jésus a craché sur les yeux de cette personne qui était aveugle. Et vous avez suivi avec le processus, il a vu clair par après, suite à tout ce que Jésus a pu faire. Je pense qu'on a toujours prêché cette partie de la Bible comme étant un miracle, c'est vrai, mais Jésus a pris la salive. À l'époque, la salive était considérée comme médicament. Jésus a fait cet acte. Il n'a pas opéré les miracles directement, mais il a fait cet acte pour montrer aux gens que la nature, dans la nature, on peut trouver beaucoup d'autres choses pour soigner. Amen. Amen. Non seulement pour soigner, Dieu a doté de chacun de nous des talents pour que nous puissions, d'abord nous, en bénéficier et que l'humanité puisse en bénéficier. Et que nous devons faire référence. Nous devons aussi recourir à toutes ces personnes qui sont dotées de talents pour obtenir ce dont nous avons besoin ou pourquoi pas de miracles. Il est vrai que notre Dieu agit. Quand nous venons à l'église, c'est pour que Dieu puisse agir. Mais Job dit ceci, « Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes en difficulté, en situation, même quand vous êtes malade, vous pouvez recourir auprès des hommes de ce monde. Ils peuvent s'élever, ils peuvent agir. Quand la situation devient impossible aux yeux des hommes, c'est alors que Dieu agit. Amen. Amen. Alors ça ne sert à rien d'abord, quand on a les capacités de faire quelque chose, on ne le fait pas,
on commence à recourir directement auprès de Dieu. C'est vrai, il est notre source intarissable. Mais il a déjà tout créé. Il a donné l'intelligence aux hommes pour que nous puissions utiliser cette intelligence pour notre évolution, pour notre épanouissement. Amen. Amen. Nous sommes dans ce monde, en Europe particulièrement. Le monde a tellement évolué, nous utilisons l'informatique, mais ce sont des hommes, grâce à leur intelligence, que nous avons aujourd'hui l'informatique, les ordinateurs et beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas que nous avons prié qu'en priant, des coups l'ordinateur est sorti. On a dû travailler. Amen. Amen. C'est pour dire que les médecins, aujourd'hui, peuvent soigner. Et quand il échoue, là, Dieu intervient. Mais il a doté les médecins des talents. Il leur a donné l'intelligence. Quelque part dans la Bible, dans Proverbes chapitre 8, la Bible dit ceci. Quittez la stupidité et vous vivrez. Amen. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Donc nous devons quitter la stupidité pour vivre et nous devons marcher dans la voie de l'intelligence. Et la Bible va plus loin encore, il dit instruis les justes et il augmentera son savoir. Les justes, c'est nous qui avons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faudra instruire les justes pour que les justes augmentent son savoir. Et plus encore, dans le chapitre 10, il dit la science des saints, c'est l'intelligence. Donc, les saints, c'est qui? Ce n'est pas celui qui est canonisé saint, mais c'est tous ceux qui ont Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sont appelés saints. Nous sommes des saints de Dieu. Et la Bible dit que la science des saints, notre science, c'est l'intelligence. Or, celui qui a de l'intelligence chasse la stupidité. Et la Bible nous dit de refuser la stupidité, de chasser la stupidité, de quitter la stupidité. Là, nous vivrons. Et pour vivre, après avoir chassé la stupidité, nous devons marcher dans la voie de l'intelligence. Amen. Amen. Et la science des justes, c'est l'intelligence. Ça veut dire que nous devons développer la science. Nous devons parfois faire foi aux hommes de science. Dieu utilise les hommes de science pour notre bien. C'est pourquoi, donc, ce soir, ou cet après-midi, nous avons le privilège de participer à une conférence scientifique. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la Bible qui ne sont pas encore comprises, qui seront comprises plus tard. Puisque dans le livre de Daniel, la Bible dit « Écris ces choses, vers la fin des temps, l'intelligence de beaucoup augmentera. » Amen. Amen. Il y a des choses que Jésus n'avait pas dites ou n'avait pas fait, puisque s'il le disait ou s'il le faisait, beaucoup ne comprendraient pas. Et avec le temps, au travers des hommes que Dieu a créés, à qui il a doté de l'intelligence et de talent, nous comprenons beaucoup de choses aujourd'hui. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance, vous périssez. Quand vous ne savez pas que j'ai une situation, il faut que je m'approche auprès de celui qui connaît pour qu'il m'apprenne ou pour qu'il puisse me secourir, vous allez périr. Et quand nous sommes suffisamment instruits, nous avons la connaissance, je pense que nous allons nous épanouir très bien. Amen. Amen. Je disais que le thème, c'est la fécondité et la problématique des fibromes. Nous savons très bien que nous, les Africains, nous qui venons de ces milieux, les fibromes importunent beaucoup les femmes. Et pourquoi nous avons dit la fécondité? Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Et si vous regardez bien, la première bénédiction qui est citée, c'est « soyez féconds ». C'est dans Genèse. La première bénédiction, à part toutes les autres bénédictions qui ont suivi, mais la toute première, c'est Dieu qui dit sur Adam et Ève, « soyez féconds ». Multipliez-vous, assujettissez la terre, dit la Bible. Donc il faut d'abord être fécond pour se multiplier, pour remplir la terre, afin d'assujettir la terre. Si vous n'êtes pas fécond, si vous ne vous multipliez pas, si vous ne remplissez pas la terre, c'est difficile que vous puissiez assujettir la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi d'ailleurs nous qui venons de l'Afrique, une femme ou une famille qui n'a pas d'enfant ne s'épanouit pas très bien, n'est-ce pas? D'ailleurs, une des causes du divorce en Afrique, c'est soit la stérilité ou l'infertilité. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Amen. Et souvent, c'est la femme qui porte le chapeau. C'est elle toujours qui a un problème, même si l'homme a un problème. Tout ça, c'est quoi? Manque de connaissances. Et que les enfants dans la famille apportent beaucoup de bonheur. Mais nous nous rendons compte qu'il y a des difficultés pour beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout d'origine africaine. Nous trouvons fibrome, c'est comme si ça ne touche que les Africains. En tout cas, quand on fait les statistiques, c'est plus les Africains qui sont touchés ou les Africaines qui sont touchées. Alors je pense que cette conférence va nous apporter beaucoup. Nous aurons à poser des questions pour pouvoir mettre la pendule à l'heure et connaître un peu... vous savez, certains n'ont jamais entendu des fibromes, ou ils ont entendu, ils prononcent mal parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais quand nous savons, je pense que nous ne chercherons plus les boucs émissaires, on ne cherchera plus l'oncle du village qui est sorcier. Parfois, l'oncle du village qui est sorcier, même s'il est sorcier, il ne fait rien de mal, mais c'est juste un problème qui peut être résolu facilement. Amen. Amen. Et pour aussi éviter les divorces par bidou. Et c'est très important. Et souvent, les femmes sont des boucs émissaires, mais il faudra qu'aujourd'hui nous puissions savoir, non seulement les femmes, l'homme aussi peut être à la base du fait qu'il n'y a pas d'enfants dans la famille ou dans les couples. Amen. Amen. Alors je ne vais pas trop tarder, donc je vais inviter Papa Justin qui va présenter notre conférencier. Il passera donc pour un exposé et après l'exposé, le débat va s'ouvrir, on va continuer à poser des questions. Amen. Sous nos acclamations, nous invitons Papa Justin qui va présenter. D'être là, de vous être privé de ce temps de loisir pour venir écouter notre frère, le docteur Modia. Le docteur Modia est un liégeois. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'est quelqu'un avec qui on a évolué ici et qui a fait preuve de beaucoup d'initiatives, aussi bien auprès de ses collègues médecins que des autres spécialistes, chercheurs, doctorants, parce qu'il en a été le président du cercle de chercheurs congolais à l'université de Liège. Et donc nous avons affaire à un homme qui a l'habitude d'initier des choses. C'est d'abord un agrégé en médecine. Il est spécialiste en gynécologie obstétrique et échographie. Docteur en médecine aussi et en chirurgie et accouchement. Il n'a pas hésité en rentrant au Congo d'initier, de demander qu'il continue encore à étudier, alors qu'il venait non seulement de terminer un doctorat en médecine et une spécialisation, comme vous l'avez entendu, en gynécologie obstétrique, échographie aussi, mais il a voulu préparer une thèse de doctorat. Et aujourd'hui, donc, après avoir travaillé sur les femmes séropositives et leurs difficultés d'accouchement, il a donc présenté finalement ce travail et il est professeur donc associé titulaire de cours dans plusieurs universités dans notre pays, la RDC. Donc auteur de plusieurs publications, il est administrateur aussi et président des fondations des anges. Certains d'entre nous ont recouru, certainement ont eu recours aux soins médicaux de qualité, j'ose le dire, parce que j'en ai fait de preuves et j'en ai eu l'occasion de les utiliser. Donc ceux qui peuvent faire soigner les parents qui sont au pays tout en payant la facture ici ont été souvent bénéficiés des services de ces cliniques, donc la Fondation des Anges. Donc il est pour le moment, si vous voulez, ambassadeur humanitaire pour la paix et le développement durable dans notre pays. Et un petit moment comme ça ne suffit pas pour décrire ce qu'il est, ce monsieur, mais qui est aussi coordinateur de non-violence dans notre pays. Et je me permets de dire, peut-être ce qui n'a pas voulu qu'on avance, il entreprend aussi des actions auprès des enfants des rues, qui est, si vous voulez, une sorte de pépinière de Kuluna dans notre pays, particulièrement à Kinshasa. Donc ce monsieur qui veut nous parler ce soir, ou cet après-midi, c'est un homme aux actions multiples, et qui non seulement il est intellectuel, mais il se donne la peine parfois de s'investir
dans ce qui ne les concernait pas, parce que c'est pas lui l'État, pour pouvoir s'investir dans ce que l'État oublie parfois, mais il a quand même des actions, comme vous le voyez bien, dans son domaine de spécialisation, mais aussi pour ce qui est des social. Social, je parlais ici des enfants de rue, pépinière donc de Koulouna. Docteur Modia, je t'invite à parler et à dire effectivement ce à quoi vous êtes investi dans notre pays, et j'espère que le public ne sera pas déçu. Je vous remercie. Merci, chers frères. Merci, chères sœurs. Moi, je suis honoré d'être invité pour pouvoir animer la conférence de cet après-midi, dont on vous a donné les titres. Mais je suis surtout heureux de retrouver cette ville que j'ai quittée depuis bientôt 24 ans. Comme on vous l'a dit, nous avons grandi dans cette ville. Nous sommes arrivés très très jeunes. Et chaque fois que je reviens ici, c'est avec une très grande émotion que je retrouve le vieillard avec qui on a fait 1001 coups ici. Je vous remercie pour votre présence parce que, en fait, ce que je suis en train de faire dans cette salle aujourd'hui, c'est le travail que je fais depuis que je suis rentré à Kinshasa, depuis plus de 24 ans maintenant. C'est-à-dire essayer de pouvoir apporter à notre population un soulagement sur le plan de sa misère globale. Vous savez, nous sommes investis à lutter contre la misère et nous luttons contre la misère sous toutes ses formes. Nous avons commencé par nous battre contre la misère sanitaire. Nous ne pouvons pas tout faire, mais comme on vous l'a dit, nous avons aussitôt rentré au pays, on s'est rendu compte que dans ces domaines-là, il y avait beaucoup de choses à faire. Et nous avons eu la chance de pouvoir les savoir, parce que pendant qu'on était étudiants, il faut dire que je peux raconter un peu ma petite histoire. Moi, je suis venu de Kinshasa quand j'étais en train de passer en l'avant-dernière année de médecine, donc en deuxième doctorat. Et je suis arrivé ici, et pour des raisons qu'il n'y a que les autres qui peuvent expliquer, ils nous ont rétrogradés. Nous avons dû reprendre presque la médecine des zéros. Donc, en se battant un petit peu, ils ont accepté qu'on reprenne la troisième année de candidature. Là, on a reçu une très bonne formation théorique. Et quand je suis rentré en vacances, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et chaque fois qu'il y avait un accouchement, on était une quarantaine de personnes autour de la femme. Et à Kinshasa, j'arrive à l'hôpital général, j'ai 150 accouchements par jour. Alors vous voyez tout de suite que j'ai choisi de pouvoir rentrer. Et c'est là que j'ai vécu la misère. Je me rendais compte que même les gants n'existaient pas, qu'on ne pouvait pas faire des perfusions parce qu'il n'y a pas d'eau. Il fallait parfois que je donne mon propre sang pour sauver des vies humaines. Et là, je me suis dit, dès que je rentre, je vais essayer de faire quelque chose. C'est ce qui a fait qu'au retour, au bout de 3 ans, j'ai monté une organisation qui s'appelle la Fondation des Anges et a commencé par des centres de santé, des cliniques qui s'appellent les cliniques des anges. Et c'est dans le cadre de ces cliniques que nous sommes en train de faire le travail de vulgarisation scientifique auprès de la population. Et comme on vous l'a dit, cette organisation s'occupe également de tous les aspects de la misère. Parce que la santé, la nourriture, la scolarisation, ce sont des besoins de base d'une population, vous le savez très bien. C'est ainsi que la Fondation des Anges est donc répartie à 4 départements, et notamment un département qu'on appelle un département social et des affaires humanitaires. C'est via ces départements que nous sommes entrés depuis 2011. Nous avons créé une structure avec d'autres associations de la société civile qui s'appelle les artisans de la non-violence. La non-violence, c'est-à-dire la violence, comme vous la savez, vous la connaissez, physique, psychologique, et sur le plan social, c'est qu'il y a 2 gens, comme vous savez, qui n'ont pas la possibilité de mettre leurs enfants à l'école, qui n'ont pas la possibilité de les nourrir, et les enfants sont dans la rue. Et dans la rue, ils deviennent dangereux. C'est ce qu'on appelle depuis un certain temps Koulouna. Ces enfants sont allés trop loin, ils sont tués, et lors de une dernière réunion du gouvernement, ils ont pris la décision de pouvoir organiser une opération qui s'appelle du Kofi. C'était une opération de massacre, de destruction physique de ces gens. Et évidemment, ces jeunes gens ont fait beaucoup de choses de mal, mais ce n'était pas une raison pour nous de pouvoir les détruire à bout portant. C'est ainsi que nous sommes allés nous arranger pour pouvoir dire à l'État que nous allons pouvoir sauver ce qui est à sauver. Nous avons donc
pu monter une structure pour pouvoir les prendre en charge. Leur demander d'abord de déposer leurs armes, déposer les machettes, et puis pouvoir les prendre pour les nourrir. Dans les quartiers où ils sont, nous avons monté des restaurants qu'on appelle des restaurants de proximité. Vous auriez dû appeler ça ici restaurant du cœur. Là-bas, ça s'appelle Bizibali à Bomoï, où ces jeunes gens viennent manger. Mais ceci a donné l'occasion aux mamans de ces enfants qui n'avaient pas de travail à venir travailler dans ces restaurants. Donc, ils ont un travail rémunérateur. Et nous avons également fait en sorte que les centres de santé que nous avons trouvés localement puissent être montés en capacité. Donc, de manière à ce que ces jeunes gens qui n'avaient pas de soins, qui mangent, mais qui doivent être pris en charge. Donc, ça, c'est l'action que nous menons. Et nous avons l'impression que depuis un certain temps, beaucoup de gens, même les autorités gouvernementales, commencent à comprendre et ils proposent de pouvoir nous donner la responsabilité de pouvoir mener ces combats contre la violence faite aux enfants et aux femmes. Aujourd'hui, je suis venu vous parler, moi je ne vais pas évoquer les aspects spirituels qui ont été avec Maestrea, donc évoqués par les pasteurs ici, mais le problème c'est que la science et la religion et la foi se retrouvent quelque part. C'est pour ça que je voudrais également vous dire, quand on parle des aspects spirituels de la fécondité et la problématique de fibrome, on va dire tout simplement que, en fait, le problème, c'est que, oui, merci pour le prénom. Donc, le problème, c'est qu'en fait, nous sommes venus sur Terre pour nous reproduire, le pasteur l'a dit. Donc, je vais rapidement, comme vous avez vu, vous parler un peu de ces choses-là, en faisant une petite introduction, et rappeler les organes génitaux de la femme et de l'homme, le principal cause de l'infertilité et de la stérilité, parce qu'il faudra faire la différence entre l'infertilité et la stérilité. Les rappels succincts sur le myome, sur le fibrome. Je vais alors vous faire la restitution d'une campagne que la Fondation des Anges a organisée l'année passée, à l'occasion du mois de la femme. Et nous sommes dit que ces femmes qui n'ont pas accès aux soins, eh bien, nous avons donné à ces femmes pendant 1 mois et demi, 3 mois, parce qu'on a quand même prolongé un petit peu, eh bien, la possibilité de venir se faire consulter, se faire dépister, et pouvoir, si nous ne pouvons pas leur donner la possibilité de se connaître et de pouvoir découvrir les pathologies qu'elles portent. Mais par la suite, là je demanderai aux gens, en fait, aux âmes sensibles de pouvoir faire un effort pour voir les images de ces travaux, parce que ces femmes sont venues, nous les avons examinées. Parmi elles, il y en a qui se sont trouvées porteuses de fibromes, de gros fibromes. Notre devoir, c'était de ne pas les laisser dans la rue avec leurs maladies. Je crois que c'est 1000 fois plus acceptable de ne pas se savoir malade et peut-être par ignorance mourir, mais de savoir qu'on est malade et qu'on ne peut rien faire pour vous. Donc la Fondation des Anges a pu prendre une bonne partie, à peu près 30% de ces femmes en charge, et on les a opérées. Ce sont les images que je vais vous montrer. Le pasteur l'a dit, nous sommes venus sur Terre pour nous reproduire. Eh bien, c'est une loi divine, la reproduction. Il est bien établi que chez nous, en Afrique, on ne se marie pas, ce n'est pas l'homme et la femme qui se mettent ensemble. C'est une famille, c'est un clan, c'est une tribu. Eh bien, les 2 tribus se mettent ensemble. Ça signifie que lorsqu'il y a un problème de reproduction, un problème de fécondité qui se pose, eh bien, c'est un drame et pour les couples et pour les clans. Mais habituellement, la victime est toute désignée d'avance, comme disaient les pasteurs, habituellement, c'est la femme. Alors, vous allez voir que le problème de l'infertilité ou de la fécondité, je vais expliquer la fertilité. La fertilité, c'est le fait qu'une femme peut pouvoir concevoir, mais elle n'arrive jamais à donner naissance à un enfant vivant. Donc, elle a conçu, mais elle ne peut pas, c'est des avortements ou c'est des morts in utero, je ne sais pas quoi d'autre, mais elle n'a jamais un enfant vivant. Ça, c'est l'infertilité. La stérilité, c'est le fait qu'un couple ne peut pas concevoir. Donc, c'est un problème de couple, la stérilité.
La fertilité, c'est un problème féminin, c'est la femme qui a pu quand même concevoir, mais qui ne peut pas mener à bien sa grossesse. Mais la stérilité, c'est un problème de ces deux partenaires du lit. Voilà, je voudrais rapidement vous rappeler qu'est-ce que c'est, quels sont les organes de la reproduction chez la femme. Ici, je n'ai pas pu entrer dans le détail, il faut compter avec le cerveau. Le cerveau de chacun de nous, c'est une partie qui ne contrôle que la reproduction. Donc, il y a un organe génital dans le cerveau qu'on appelle l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, je n'en ai pas parlé, mais ce que vous connaissez, c'est qu'une dame, une femme, si elle veut avoir des enfants, elle doit avoir une matrice. Elle est là, le vagin est ici, le col est là. Et voilà, ici, ça, c'est l'usine où se fabriquent les œufs, qu'on appelle des ovocytes ou des ovules. Mais pour que les ovocytes qui sont pondus ici, aux environs du 14e jour du cycle, puissent entrer en contact avec l'arrivée des spermatozoïdes après un rapport, il faudra qu'il y ait des trompes de Fallope et qu'ils soient perméables. D'abord, il faudra qu'elles existent et qu'elles soient perméables et fonctionnelles de manière à ce qu'il y ait une rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte dans cette partie-là de la trompe, la partie externe de la trompe qui s'appelle ampoule. Si tout ceci est fonctionnel chez la femme, eh bien, à ce moment-là, il y a une possibilité qu'elle puisse concevoir et mener à bien une grossesse. L'homme, évidemment, doit avoir des organes de reproduction qui sont ici, vous voyez bien, les testicules, avec un canal, une autoroute qui amène les spermatozoïdes des testicules vers l'extérieur. Donc, en faisant tout ce voyage, c'est un véritable voyage, et en passant par la prostate. Et je voudrais rappeler pour ceux qui ne le savaient pas, parce que depuis que notre premier président, le deuxième président, est mort d'une maladie de la prostate, eh bien on croit que la prostate c'est une maladie, mais la prostate c'est un organe, et que portent tous les hommes. Évidemment, cet organe peut devenir malade avec l'âge. Donc voilà le parcours de spermatozoïdes jusqu'au moment de l'éjaculation. Eh bien, les spermatozoïdes peuvent sortir par là et rentrer alors dans le vagin et remonter dans les organes génitaux internes de la femme. Alors, quelles sont les causes de la stérilité du couple? Chez la femme, ce sont les lésions des trompes, les lésions tubaires. Je vous ai montré les trompes, les lésions et anomalies des utérines, de l'utérus, pardon. Ça signifie qu'il y a des femmes qui peuvent naître sans utérus. Donc, ça c'est quelque chose, mais on doit les connaître. Donc, elles naissent, mais il n'y a pas de matrice, il n'y a pas d'utérus. S'il n'y a pas d'utérus, il n'y aura pas de reproduction, il n'y aura pas d'enfant. Mais cette matrice peut être lésée, par exemple, pendant le curettage, pendant les UVG. Et comme vous savez qu'en Afrique, ça s'est fait dans de petites maisons, sur des tables à manger, avec des fourchettes. Et évidemment, à ces moments-là, ceci peut, donc ces types de manœuvres laissent des lésions intracavitaires et amener donc des problèmes de fertilité ou de stérilité. Les lésions cervicales, le fait de cureter le col, eh bien, la glaire joue un rôle important dans la fécondité. Il y a évidemment des causes fonctionnelles, c'est lié à l'usine dont je vous ai parlé, à l'organe qui se trouve au niveau du cerveau, donc le contrôle qui se fait par l'hypothalamus et l'hypophyse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais si les hormones ovariennes ne jouent pas leur rôle, la glaire, qui est en fait un fleuve pour faciliter les transports des spermatozoïdes, si une femme ne fait pas de bonnes glaires ou ne fait pas de glaires du tout, cette femme, même si elle a tous les organes en état, peut avoir des problèmes de fertilité. Il y a évidemment les troubles des hormones. Il y a des femmes qui produisent plus d'hormones mâles que d'autres, et il y a des problèmes, les maladies de la thyroïde peuvent également, et surtout une hormone qui est sécrétée par la femme après l'accouchement, pendant la lactation, qu'on appelle prolactine. Si cette hormone est sécrétée en dehors de l'allaitement, eh bien, peut entraîner des perturbations pour la femme. Évidemment,
on ne parle que de la femme. Vous savez que si un homme n'est pas là, eh bien, il n'y aura pas de miracle. Si un homme est là et que cet homme n'a pas de spermatozoïdes, donc on a la situation d'azospermie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Le fait de pouvoir éjaculer et sortir les spermes ne suffit pas que là-dedans, il y a des spermatozoïdes. Donc il faut regarder, ce n'est pas le nombre de rapports qui compte non plus. Mais il y a aussi de problèmes lorsqu'il n'y a pas beaucoup de spermatozoïdes. Parce que pour qu'il y ait un rapport fécondant, il faut dire d'abord que l'espèce humaine n'est pas très fécondante, parce que vous n'avez que 20% de chances par mois de pouvoir avoir une grossesse. Même si vous faites les rapports tous les jours. Mais l'homme, pendant que chez la femme, il n'y a qu'un ovocyte qui est pondu au milieu du cycle, mais l'homme, après un rapport, après une éjaculation, peut produire jusqu'à 250 à 500 millions de spermatozoïdes pour qu'un seul parmi ceux-là puisse féconder l'ovocyte. Donc, mais si vous avez déjà moins de 10 millions de spermatozoïdes, ça commence à poser des problèmes. Parce qu'il y a, mais vous voyez, on peut aller des 10 millions, même 5 millions, ça devient difficile. À ce moment-là, on parle d'oligospermie, mais on peut avoir des spermatozoïdes. Mais si nous n'avons pas la motilité, la capacité de se déplacer pour pouvoir, parce que vraiment c'est ce qu'on appelle course contre la montre. Quand on voit ça en microscope, c'est vraiment, vous voyez comment des milliards de spermatozoïdes sont en train de se débrouiller, et c'est le plus rapide et le plus normal, entre guillemets, qui va finir par pouvoir arriver à la fécondation. Mais il y a parfois des spermatozoïdes qui sont mal formés, et quand leur pourcentage est au-delà de 50%, eh bien l'homme évidemment a des gros problèmes de fécondité. Mais le problème va intéresser les deux partenaires. Il y a ce qu'on appelle l'incompatibilité glaire-sperme. Il y a certaines femmes, pour une raison que je ne sais pas évoquer ici, au bout d'un certain temps, se mettent à fabriquer des anticorps anti-spermatozoïdes de leur conjoint, de leur partenaire. À ce moment-là, quand on regarde au microscope, quand on fait un test qu'on appelle test après rapport, un test post-coïtal, on voit des spermatozoïdes dans la glaire, mais en train de pouvoir s'agglutiner. Ils ne bougent pas. Ils sont en fait soudés par la tête. Les 16 spermatozoïdes n'avancent pas. Donc il n'y aura pas de possibilité de entre les spermatozoïdes et l'ovocyte. Mais ça c'est pas.